C'est plein. C'est plein. Chère Cécile Pivot, cher Bernard Pivot, quel plaisir au cœur du livre Sur la place de vous accueillir tous les deux pour une rencontre autour d'un livre qui s'appelle « Lire ». Lire avec un point d'exclamation qui me semble plus qu'une exclamation, mais un point d'enthousiasme, de joie, d'émerveillement aussi pour la littérature. Alors Bernard, on sait depuis longtemps que le livre est l'affaire de votre vie, et encore plus depuis 1975, lorsque vous avez lancé Apostrophe. Mais ce que l'on découvre avec ce livre, c'est que la lecture est une histoire de famille chez vous, et que finalement, votre fille Cécile est près d'une autre façon, mais tout aussi impliquée dans le livre que vous. Alors, qui est-ce qui a eu cette idée géniale de réunir le père et la fille, le plus grand professionnel de la littérature, le roi à lire, comme on vous appelle depuis longtemps, et une lectrice assez incroyable. Je crois que c'est vraiment rare d'avoir... Vous êtes, Cécile, une lectrice, entre guillemets, amateur, mais fabuleuse lectrice. Qu'est-ce qui a eu l'idée de vous réunir tous les deux pour nous donner, à nous, encore plus envie de lire ? Alors, je vais d'abord faire une petite réflexion liminaire, c'est de dire que venir faire l'éloge de la lecture du livre à Nancy, avec tout ce monde qui est là, ça paraît un peu étrange. C'est un peu comme si on allait évangéliser Lourdes. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Oui. Donc tous ces gens-là sont acquis à la lecture et ils connaissent les plaisirs de la lecture, et au fond, peut-être on peut toujours faire mieux. Voilà, non, pas faire mieux, mais peut-être vont-ils, à travers les propos de Cécile et des miens, retrouver des émotions, des comportements, des actes qui sont les leurs, mais qui sont aussi les nôtres. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, c'est moi qui ai eu l'idée, parce que les éditeurs me tannaient depuis des années pour que j'écrive un livre sur la lecture. Alors je répondais chaque fois, mais il n'aura pas d'intérêt, mon livre, parce que je suis un lecteur qui ne ressemble pas du tout au public. Je reçois les livres gratuitement, je suis payé pour les lire. Qu'est-ce que les gens vont retirer de mes rapports avec les livres ? C'est idiot. Et puis, Flammarion était revenu à la charge. Puis d'un seul coup, je me suis dit, mais tu as dans ta famille une femme qui est une vraie lectrice. C'est-à-dire, pour moi, une vraie lectrice, c'est un homme ou une femme, en l'occurrence c'est une femme, qui consacre, en dépit de sa vie de famille, en dépit de sa profession, en dépit des ennuis, etc., consacre toujours un peu de temps, chaque jour, à la lecture. Et qui adore les livres et qui les classe chez elle, on sent qu'elle aime les livres, etc. Mais je me suis dit, voilà, alors j'ai l'idée de dire, on va faire l'éloge du livre par un professionnel et l'éloge du livre par une amateur. Voilà comment ça s'est fait. Mais alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on n'a pas l'impression que vous vous soyez concertés. Vous avez écrit chacun de votre côté. Oui. On a écrit chacun de notre côté. Il n'y a que les illustrations qui vous ont réunis. On a parlé pas mal des thématiques. On a choisi 20 thématiques différentes. Et après, on a écrit les 2 premières ensemble. Enfin, pas ensemble, mais chacun de notre côté. On se les a envoyés. Ça nous allait, à l'un et à l'autre. Et après, on a vraiment écrit chacun de notre côté pendant 6 mois. C'est pas un livre à 4 mains. Hein. Non, ça ne vous a pas réunis. Par exemple, quand on parle des plaisirs de lire ou bien comment ranger ses livres, il y a le témoignage de Cécile et il y a le mien. Alors parfois ça se recoupe, parfois ça ne se recoupe pas du tout. Complètement. Alors, Cécile, oui. On vous connaît moins. Oui. Alors, je vais me permettre de commencer par vous. Souvent, on demande aux lecteurs quels livres ils aiment particulièrement. Vous, ce qui m'a surpris, et j'ai trouvé ça vraiment très beau, c'est que c'est l'apprentissage de la lecture par lui-même qui a été votre premier émerveillement. Ah oui, c'est vraiment d'apprendre à lire. J'ai eu l'impression que j'apprenais avec une grande facilité. Et oui, je trouve que le monde s'est ouvert à moi quand j'ai appris à lire. J'ai trouvé que ce que je voyais dans les livres, c'est-à-dire ces traits noirs sur du papier blanc qui n'évoquaient rien, tout d'un coup, derrière, il y avait des gens, des animaux, des jeux, il y avait une vie. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé, oui, c'est cet émerveillement.
dès le départ. Il faut dire que vous avez dû, même toute petite, avoir dans l'appartement de vos parents des piles de livres beaucoup plus hautes que vous. Oui. Oui. Au début, les premières années, en fait, je lisais pas dans la bibliothèque. J'allais, je pense comme beaucoup d'enfants, enfin, j'allais acheter je lisais des livres de la bibliothèque verte et de la bibliothèque rose que mon père ne recevait pas, voilà. Donc j'allais les acheter. Et je pense d'ailleurs que le plaisir de lire, d'acheter les livres, est venu là tout de suite. C'est-à-dire que parce que j'ai acheté tous mes livres, je les achetais. Et j'avais la chance d'avoir les moyens d'acheter les livres que je voulais. Mais il y a eu aussi ce plaisir-là d'acheter le livre. Mais non, au début, j'ai pas bénéficié de la bibliothèque familiale. Vous aviez un père qui vous racontait des histoires? Pardon? Vous aviez un père qui vous racontait des histoires? Ah, jamais. Ah non, jamais. De quoi? Vous n'avez jamais raconté d'histoire à votre fille? Non, pas du tout. Je faisais apostrophe. Je racontais des histoires au grand public, pas à elle. Non, jamais. Ni mon père, ni ma mère. Hein, ni l'un, ni l'autre. Non, mais ça, c'est une vieille tradition française. Oh, les parents sont formidables, ils racontent des histoires, ils éveillent la curiosité. Eh ben non, on gagne du temps, on ne raconte pas d'histoire, et regardez le résultat. Moi, j'ai raconté beaucoup d'histoires à mes enfants qui ne sont pas des grands lecteurs. Oui, donc ne racontez pas d'histoire. Donc votre méthode fonctionne, Bernard. Mais en fait, là, vous avez 2 filles, il n'y en a qu'une. Est-ce que la deuxième est aussi une lectrice? Est-ce que vous avez réussi pleinement ou à moitié l'amour de la lecture dans la famille? Agnès, ma sœur aînée, lit moins, mais elle lit, mais moins. Mais elle lit. Oui, non, ma fille aînée lit un peu, mais elle n'est pas, c'est pas une lectrice enragée comme Cécile. Voilà. Mais elle ne déteste pas la lecture. Or, elles ont été élevées dans des conditions qui font qu'elles auraient dû, l'une et l'autre, détester les livres, détester la lecture. Alors, raconte pourquoi. Pourquoi pourquoi? Parce que c'était... comment dire, mon père, il était tout le temps présent, c'est-à-dire que déjà, il travaillait à la maison, donc il était omniprésent, déjà, il était donc, là tout le temps. Au moins, il était là. Ce qui n'arrange pas toujours nos affaires quand on est adolescent, en fait, mais il était là tout le temps. Il y a ça, déjà, et même quand on sortait de la maison, il faut se souvenir que c'était quand même du temps d'apostrophe. Donc, on ne vous parlait à l'école, les copains, les copines, les instituteurs, les institutrices, les directeurs, tout le monde vous disait tout de suite « Ah, t'es la fille de Bernard Pivot ». Donc, c'était tout donc le temps. Tu aimes lire. Voilà, donc tu aimes lire. Voilà. Oui, je trouvais que j'aimais lire, mais oui, c'était... alors ça, c'était la première question, donc tu aimes lire. Et la deuxième question, systématiquement, c'était « Mais que ton père, il lit en diagonale ». Alors ça, je pense que je l'ai entendu des centaines de fois. Non, il ne lisait pas en diagonale, voilà. Il disait vraiment 10 heures par jour. Ces questions-là. Et puis, oui, puis après, le livre était toujours... Non, puis surtout, c'est que dans l'appartement, qui était grand, c'était un grand appartement, mais il y avait quand même des piles de livres partout. Il y avait les coursiers, le postier, la concierge qui sans arrêt sonnait, apportait des livres. J'en recevais à l'époque entre 60 et 80 par jour. Alors vous imaginez, c'était un va-et-vient de livres. Et l'appartement n'était jamais calme à cause de ça. Il y avait ces piles, etc., où les amis de mes enfants ou les amis de nos propres amis pouvaient venir choisir. Parfois, ces piles s'écroulaient, etc. Donc, elles auraient pu avoir une vision du livre qui ne les encourageait pas à lire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et qui aurait même pu, au contraire, faire en sorte qu'elles détestent la lecture, ne serait-ce que par réaction anti-paternelle. Oui, mais en même temps, est-ce que le fait de lire n'était pas vous rapprocher de lui, de votre père? Ça faisait un sujet. Je vais vous dire franchement, je ne crois pas. Non. Je crois que pour moi, la lecture, ça a vraiment été un refuge. Un refuge. Oui. Un refuge. Ça a été. Je me suis enfermée avec les livres. Ça a été vraiment un monde. Ça a été une vie parallèle et ça a été un refuge. Ça a vraiment été ça. Je ne crois pas que ça a été... Après, ça m'a rapprochée de mon père. Mais je ne crois pas que j'ai eu cet amour de la lecture et que j'ai beaucoup lu pour me rapprocher de mon père. Je ne crois pas. Je vais vous faire une confidence. Quand on partait le week-end dans la maison familiale du Beaujolais, Cécile était contre le fait, parce qu'elle était révoltée. Hein, pour la lecture, ça allait, mais pour le reste, alors là, toujours contre. Et donc, on partait, alors elle était furieuse. Et dès qu'on arrivait là-bas dans la maison, elle prenait un livre, elle se mettait sa frange de cheveux là, et elle lisait. Et comme ça, on ne pouvait rien lui demander. On ne pouvait pas lui demander d'aller faire une course, etc. Rien du tout. Elle lisait, mais free-barde. Voilà, c'était... Mais c'est un bon argument. La lecture est un refuge. Et alors, je voudrais dire, d'ailleurs, aux parents qui sont ici, c'est que beaucoup d'enfants ne lisent pas.
Alors, et ils ne lisent pas, mais quand ils lisent, alors surtout ne les dérangez pas. Surtout n'allez pas leur demander d'aller chercher du pain quand ils lisent. Pas du tout. Donc, et les enfants qui sont malins, ils peuvent donner l'illusion que ce sont des lecteurs pour jamais être dérangés. Voilà, ça c'est... Oui, il y a mon fils qui est dans la salle. Bernard, je vous remercie d'avoir dit ça. Je pense que je vais devoir aller chercher le pain désormais. Alors, Bernard, on vous a entendu parfois dire que c'était le dictionnaire et que c'était les fables de La Fontaine qui avaient été vos premiers livres, puisque c'était pendant la guerre, mais que finalement, vous avez aimé les mots avant les livres. J'ai retrouvé dans Lire, justement, vous disiez que les mots pour vous étaient aussi précieux que des billes ou des crayons de couleur. Ah oui, et que vous notiez oui. la définition. Ah oui, non, pas du tout. Alors, c'est pendant la guerre, on n'avait pas de livre, j'avais juste une vieille édition du Petit Larousse, et puis des fables de La Fontaine, un petit manuel de fables de La Fontaine. Et donc, comme on ne peut pas lire autre chose, il fallait bien que je lise le Petit Larousse, je l'ai lu, et avec un bonheur souverain, c'est-à-dire allant d'un mot à l'autre, comme on joue à saute-mouton, et puis sur des petits carnets ou des feuilles volantes, notant des mots que je lisais dans La Fontaine et que je ne comprenais pas, le zéphyr, l'aquilon, d'un seul coup vous tombez sur des mots comme ça, il faut bien chercher. Donc j'ai eu un usage du dictionnaire très très vite, et un amour des mots, etc. Donc j'ai lu un dictionnaire avant de lire des romans. Vous savez que la première j'avais donc, en 1945, j'avais 10 ans. Et j'avais encore lu que ce dictionnaire, et puis des manuels scolaires, bien entendu. Mais le premier illustré, la première bande dessinée que j'ai lue, je devais avoir 11 ans. Le premier roman de la Bibliothèque Rose, c'était très tard. Hein. À 13 ans, je lisais, je ne sais pas quoi, mais je lisais Tintin et Milou. Il y en a d'autres qui lisent Stendhal, hein, aujourd'hui. Voilà. Et à 15 ans, vous rêviez d'être Musset. D'être Musset, d'être Alfred de Musset, à 15 ans. Oui. Oui, donc vous aviez quand même déjà pas mal lu. Ça vous arrive toujours aujourd'hui, quand vous lisez, d'ouvrir au milieu de vos lectures le dictionnaire pour aller chercher des mots? Il n'y a pas de jour que je n'ouvre un dictionnaire. Il n'y a pas de jour. C'est pas possible. C'est-à-dire que l'histoire ne passe pas avant la recherche du mot. Voilà, je préfère les dictionnaires papier, mais là, j'en ai pas. Donc, ce matin, j'ai regardé le dictionnaire sur Internet, bien entendu. Donc, je trouve que pour moi, c'est c'est presque une hygiène de l'esprit de toujours se dire, voilà, est-ce que je vais employer la bonne orthographe? Est-ce que ce mot, je vais l'employer à bon escient? Est-ce que ma construction est bonne, etc. Se poser des questions. Et dès que j'ouvre un dictionnaire, je retrouve le plaisir de mon enfance, et d'un seul coup de vagabonder à travers les mots. Le problème du dictionnaire électronique, c'est que vous prenez un mot et puis c'est tout. Et après, vous ne pouvez pas voyager. Tandis que, ou alors c'est pas très intéressant. Tandis que avec le papier, vous lisez l'un après l'autre, vous feuilletez, bon, et vous perdez votre temps, mais en vérité, vous gagnez du plaisir. Alors, le goût du dictionnaire, Cécile, vous ne l'avez pas partagé réellement? Non, je dis que j'ai fait... je regrette. Hein, je lisais de manière boulimique, moi. C'est-à-dire que je lisais vraiment... j'avais envie de lire, je lisais vite. Et du coup, je ne m'arrêtais pas sur les mots. Et je trouve qu'on le paye plus tard. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de le payer. Donc maintenant, je m'arrête sur les mots, mais je n'ai pas eu ça, pas du tout. Je ne m'arrêtais pas assez. Et c'est ce que je pense aujourd'hui, les parents... j'ai beaucoup de témoignages autour de moi de parents qui sont très fiers parce que leur enfant lit beaucoup. Voilà, leurs enfants lisent beaucoup. Mais il faut, je pense, aussi inciter les enfants à s'arrêter sur les mots. Je crois donc que les votre père avait raison en disant « Oh, mon fils ou ma fille a lu tout Harry Potter en 2 mois » ou je ne sais pas, enfin les orphelins Baudelaire, tout ce que vous voulez. Oui, d'accord, c'est bien. Mais je pense qu'il faut aussi leur apprendre à s'arrêter sur les mots. Et ça, c'est difficile aussi. C'est déjà bien qu'ils lisent, mais il faut leur apprendre ça. Alors, vous dites tous les deux que pour la lecture, vous avez fait des sacrifices. Bernard, que vous n'avez pas raconté d'histoire à vos enfants. Enfin, du moins que vous
preniez beaucoup, beaucoup de temps. Et finalement, quand on vous lit, on a l'impression que même quand vous étiez à la maison, finalement, vous n'étiez pas là parce que vous étiez dans vos lectures. Oui, c'est ce que dit. Voilà. Ah oui. Complètement. Oui. Et Cécile, vous, moi, je trouve que c'est tout à fait formidable parce que, en général, quand on a un métier, des enfants et qu'on est très occupé, on n'a pas de temps à soi. Et vous, la lecture vous a permis de trouver des petits moments à vous. Oui, et ça, c'est toujours. très courageux. Vous mentez, vous rusez Oui. pour lire. Oui. Alors, Elle est capable de tout pour lire. Hein. Est-ce que maintenant, parce Raconte, que à vous. je suis plus salariée, mais je l'ai été très longtemps, et c'est vrai que quand je travaillais beaucoup, donc je partais souvent le soir du bureau, il était 20h, donc j'arrivais chez moi, il était 20h45, donc j'avais très peu de temps pour lire. Donc évidemment, je lisais dans les transports en commun. Et alors souvent, oui, je montais, c'est-à-dire que j'allais déjeuner toute seule, j'allais me planquer au fond d'un café pour pouvoir déjeuner toute seule. J'avais ce temps-là que j'ai toujours beaucoup aimé, mais en même temps, je craignais que quelqu'un me repère, parce que je mentais, évidemment, je disais que j'avais un déjeuner, ce qui était faux, j'étais toute seule au fond d'un café. Donc, je me suis jamais fait attraper par l'un de mes collègues, jamais. Et par vos enfants ? Franchement, c'est miraculeux. Et c'est vrai que ça m'est arrivé, pas souvent, mais oui, ça m'est arrivé de dire à mes enfants que j'avais encore un peu de travail. Et en fait, je m'arrêtais dans un café, un quart d'heure, 20 minutes, mais pour lire avant d'arriver chez moi. Pour avoir cette respiration-là avant d'arriver et puis d'ouvrir la porte et quand est-ce qu'on mange, quoi. Voilà, et je trouve que c'est un vrai sas de décompression, quoi. C'est un petit moment comme ça de liberté avant d'enchaîner sur autre chose qui est formidable. Je pense que ça va faire réfléchir beaucoup de femmes. Mais oui, il faut le faire. Franchement, il n'y a rien à regretter. Mais Cécile fait une réflexion, je crois, dans son livre qui me paraît assez pertinente. Elle dit, finalement, on ne peut pas dire à quelqu'un excuse-moi, mais je ne peux pas dîner chez toi ce soir parce que je préfère lire. On ne peut pas dire ça. Hein. C'est dommage. Ben oui, parce qu'il ou elle va le prendre mal. Elle va dire, écoute, je suis quand même mieux qu'un livre. Ouais. On peut dire, je peux pas, je sais pas, je vais au cinéma, je vais à l'opéra, je suis fatiguée, je suis malade, mais j'ai envie de lire, ça passe pas en fait. Bon, c'est dommage. Et est-ce que dans vos lectures, lorsque vous étiez enfant, adolescence, est-ce que il y a eu des livres interdits chez vous? Est-ce que, par exemple, Bernard, vous disiez « Oh non... » C'est arrivé une fois, oui. Non, elle avait accès quand même à toute la bibliothèque, hein, vraiment. J'avais accès à tous les livres. Je regardais Sauf rien une du fois. tout. Oui, j'avais accès à tout. Souvent, ils venaient me voir, en effet, puis ils me demandaient ce que je lisais, et puis on en parlait. Non, j'avais vraiment accès à tous les livres. Sauf qu'il y avait des piles, interdites, mais je les connaissais, ces piles. Il y avait des piles... des livres apostrophes, c'est-à-dire des livres sur lesquels il travaillait, les livres probablement des auteurs invités. En tout cas, il y avait des piles intouchables. Mais ça, on les connaissait. Mais pas pour le contenu, parce que... Non, parce que c'était le travail. Un outil de travail. Il y avait aussi les piles pour les amis. Pour les amis qui allaient venir dîner, donc il y avait déjà les piles qui étaient réservées. Ou pour son frère, pour sa sœur. Donc il y avait toutes ces piles-là. On ne pouvait pas... Non, mais c'est très méthodique, Bernard. Oui, il est très méthodique dans ses rangements. Mais attendez, moi, je me rappelle, le facteur était... il était, comment on appelle ça, un type qui fait un coursier? Non, qui va visiter les grottes souterraines, un spéléologue. Ah oui. Alors, toute la spéléologie, c'était pour lui. La concierge adorait les tables tournantes. Donc, tout ce qui était un peu ésotérique, c'était pour la concierge. Mon beau-frère était professeur de philosophie. Donc, la philosophie, c'était pour lui. Mon meilleur ami, qui est un chasseur, ami des animaux, etc., c'était pour tout ça. Voilà. Donc, j'avais des piles comme ça. Et puis, il y avait d'autres piles immenses comme ça, où chacun pouvait choisir. Mais c'était pas... on pourrait croire... On n'a jamais été envahi par les livres. C'est vrai qu'il a toujours fait très attention à ça. C'est vrai qu'il y avait des piles, mais on n'a jamais été... tout à l'heure, je lisais un article sur Charles Juliette qui vraiment... Alors, j'ai vu ça, il est envahi par les livres chez lui. Totalement, il y en a partout. Nous, ça n'était vraiment pas le cas. Il n'y avait pas de livres dans les chambres, il n'y avait pas de livres... Mais tout ça était très bien rangé, oui. On n'était pas... Il faut dire que l'appartement était très grand. Il était très grand, mais on n'était pas envahi. Mais même aujourd'hui, où tu as un appartement plus petit, tu n'es pas envahi par les livres. Non, je suis un bon gestionnaire. Oui, tu es un bon gestionnaire. Mais ce n'était pas votre question. Non, mais je reviens sur ma question précédente. Oui. Donc, une fois,
je lisais un livre de Moravia, alors je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais vraiment pas grande, qui s'appelle Moi et lui. Et Moi et lui, ou Lui et moi, je ne sais jamais, je crois que c'est Moi et lui. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui parle à son sexe. Et vraiment, c'est sa vie, en fait, c'est son sexe. Il a un sexe énorme et il est totalement obsédé par son sexe. Et donc, je lisais ce livre et j'étais vraiment pas grande. Et chaque fois que je tourne une page, je me disais, mais est-ce que c'est bien ça? À chaque page, une page, je me disais, ah oui, c'est bien ça, c'est bien un homme qui parle à son sexe. Et la page, je me disais, non, c'est pas possible, c'est pas ça. Et il est arrivé dans ma chambre, je me souviens très bien, je lisais par terre sur la moquette, et il m'a dit, qu'est-ce que tu lis? Et je lui ai fait voir le livre, et il m'a dit, écoute, je crois que c'est pas de ton âge, tu devrais lire ça plus tard. Je te déconseille ce livre. Mon père était toujours comme ça, d'un ton égal, hein, il s'énervait jamais. Donc, bon, j'ai arrêté le livre, mais par contre, j'ai eu la certitude, j'ai compris à ce moment-là que c'était bien ça, c'était bien un homme qui parlait à son sexe. Voilà. Alors, vous avez un chapitre sur vos plaisirs de lire, et c'est une évidence qu'aucun des deux n'aime les tablettes. Non. Non. On n'est pas contre. Hein? On n'est pas contre Non, du tout. non, moi je suis pas contre les tablettes. Je trouve que c'est assez agréable, c'est très pratique. Mais moi, il faut le contact du papier. Et l'odeur? Et l'odeur, il y a l'odeur Gallimard, l'odeur Seuil, l'odeur tout ça. Parce que sur la tablette, vous n'avez plus d'odeur. Et celui-ci, vous diriez qu'il a quelle odeur? Ah ben ça, c'est l'odeur Flammarion. C'est l'odeur très Flammarion. caractéristique. Un peu poivré, oui, un peu. Voilà. On nous a dit qu'il avait une odeur de crayon de couleur. Ah oui. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Mais c'est vrai que quand vous lisez pour le Goncourt, Bernard, et que vous partez dans votre maison dans le Beaujolais, vous remplissez votre coffre votre coffre de livres, pardon. Et ça ne serait pas plus pratique là de lire sur tablette? C'est ce que fait Pierre Assouline. Oui, voilà. Très très moderne, donc il part avec sa tablette, il a tous les livres dessus. Mais moi, je reste fidèle à ce vieux rite d'avoir tous ces livres comme ça. Je me sens plus propriétaire un peu, vous voyez, comme ça. C'est comme si j'emplissais mon coffre de la voiture de trésors, de gourmandises, de choses comme ça. Si j'emporte une seule tablette, je trouve ça un peu triste, quoi, la tablette. Voilà, simplement. C'est pratique, c'est formidable, mais c'est un peu triste, voilà. Alors, il y a des choses qui vous séparent dans votre façon de lire, d'autres qui vous rapprochent. Sur le confort de lecture, on est pareil. Vous ne faites pas dans le moelleux, hein, tous les deux. Oui. On est pareil. Ouais. On ne lit pas au lit, on ne lit pas sur les plages, on lit pas. Non, on aime les chaises un peu dures. Être assis à une table, voilà. Non, on aime vraiment le. Mais Cécile, il y a quand même quelque chose qui me surprend. Vous lisez debout dans la rue? Oui. Vous marchez en lisant? Oui, mais je suis pas toute seule. Je photographie les gens qui lisent en marchant et je suis pas toute seule. J'ai du mal à les prendre, mais oui. Il ne vous arrive jamais de problème? Sur des trajets, non, jamais. C'est sur des trajets que je connais. Je le ferai pas sur un trajet inconnu, mais les couloirs de métro que je connais, quand je rentre chez moi dans ma maison en banlieue, je connais tout ça. Oui, donc oui. Oui, mais tu imagines quand même le titre dans la presse, après un accident grave, la fille de Bernard Pivot écrasée en lisant un livre dans la rue. Ça va faire la une des journaux, hein, là, ça. Vous savez, c'est pas plus dangereux que tous les gens aujourd'hui qui sont comme ça, sur leur téléphone, en marchant, en traversant tout le temps. Hein. Enfin, je vois pas bien la différence. Hein. Oui, donc, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un obstacle que vous ne verrez pas sur le trottoir, ou autre chose d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais non, il m'est jamais rien arrivé encore. Je me bouscule des fois à des gens. Alors je m'excuse, voilà, je me bouscule, ça c'est vrai. Il y a des gens vous êtes tous les deux des amoureux de romans? Ah oui. Ah bah oui. Bah oui, parce que c'est ce qu'il y a de plus passionnant à lire. C'est plus passionnant que la philosophie, que les essais, etc. Donc on est élevé au roman. Mais les Français, la lecture préférée des Français, c'est le roman. C'est le roman, oui. Donc on est de bons Français, voilà.
Vous avez des discussions régulières sur vos lectures. Alors, je sais, Cécile, que vous préférez, et alors ça c'est formidable pour les libraires, une librairie c'est presque une cathédrale pour vous. J'ai l'impression que... moi j'aime acheter les livres. Donc, plutôt que de les prendre chez votre père lorsqu'il les a. Oui. Mais ça doit faire plaisir. C'est pour ça que moi, personnellement, les liseuses, j'ai pas de plaisir. C'est que vraiment, j'aime aller dans les librairies. Voilà, là, j'ai acheté des livres tout à l'heure. J'adore ça. J'aime feuilleter, j'aime bien la 4e. Oui, donc c'est pas pour moi, c'est le livre. Il n'a pas la même valeur si je le prends dans les... Alors après, si je vais chez mon père et qu'il y a un livre que je comptais m'acheter la semaine d'après, je vais le prendre. Il ne faut pas exagérer non plus. S'il est dans les piles à donner, je vais le prendre. Mais je ne vais pas aller exprès chez lui pour prendre des livres. Pas du tout. C'est l'un de mes plus grands plaisirs, c'est d'aller dans les librairies acheter des livres. Non, je pense que les livres qu'elle achète, et elle en achète beaucoup, à ses yeux, ces livres-là ont un parfum, une attirance, une importance que ceux qu'elle prend chez moi n'ont pas. C'est pas pareil. C'est plus banal, en fait. Ouais, c'est plus banal, voilà. Au départ, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'engagement. Payer un livre, l'acheter, c'est s'engager. Tandis que si vous allez chez votre père, vous piquez le livre et vous partez, c'est pas... Est-ce que vous avez entre vous de grands désaccords sur les lectures, de grandes conversations? Des grands désaccords, non. Mais oui. On peut ne pas être d'accord, mais des grands vous avez désaccords. Plutôt les mêmes goûts en littérature? Non, on ne s'est jamais fâché à cause d'un livre. Non. On a plutôt les mêmes goûts. Je ne suis pas sûre qu'on est plutôt... Est-ce qu'on a les mêmes goûts? Pas toujours. Des fois oui, des fois non. Moi, je crois que je suis plus romanesque que lui. Non, on n'a pas la même façon de lire non plus. Est-ce que vous allez lire les 15 Goncourables? Là, c'est mon challenge, c'est d'en lire le plus possible avant la remise du prix. Voilà. Mais j'ai jamais de chance, en fait. J'arrive toujours à lire. Donc, c'est jamais le. Vous choisissez votre propre Goncourt parmi les 15? J'ai commencé à en acheter tout à l'heure, oui. Des Goncourt. Oui. Oui. Vraiment, je ne peux pas t'éclairer parce que je suis incapable de dire qui va avoir le Goncourt cette année. Je ne me poserai pas la question, Bernard. Non, mais je veux dire, je ne peux pas y répondre, non pas par moi, j'aimerais pas le savoir avant. Obligation de réserve, mais simplement parce que c'est incroyable, je ne sais pas, vraiment pas. Mais donc... j'adore les prix littéraires. Voilà, j'adore ça. Oui, j'adore ça. Vous voyez que c'est une vraie lectrice. Ah, mais formidable, formidable. Et alors, en plus, avec des rituels assez incroyables, quand vous terminez un livre, vous mettez votre nom dessus et la date. Oui. Oui, je mets mon nom et la date parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais vraiment très mauvaise, donc je ne me souviens pas des livres que je lis, pour tout vous dire. Donc vous les relisez ? Je ne les relis pas, non, parce que j'ai toujours envie de lire des nouveaux livres. Donc, du coup, il y en a très peu que j'aimerais bien avoir le temps de les relire. Mais je regarde la date, alors ça me donne une indication. Je regarde je relis la 4e de couve. Mais oui, j'aime bien noter mes livres comme ça. Ouais. Alors, je crois que c'est Montesquieu qui disait il n'y a pas un chagrin qu'une heure de lecture n'ait effacé. Enfin, c'est à peu près ça. Est-ce que vous lisez plutôt heureux ou plutôt lorsque vous êtes déprimé? Et est-ce que vous êtes une plus grande lectrice, Cécile, dans les moments de bonheur Non, moi je pense que je lis tout le temps. Alors, c'est un moment de bonheur ou un moment de tristesse, je lis. Après, moi, quand je suis... là, on est très différents. Moi, quand je suis triste, j'ai du mal à lire, à me concentrer sur ma lecture. Je reviens toujours à mes petits malheurs. Donc, voilà. Mais alors que mon père, c'est le contraire. On a découvert ça en écrivant ce livre. C'est vrai ? Oui. Oui, je pense que moi, par exemple, si je suis dans une période un peu de stress et de chagrin, je prends les romans qui sortent, je les lis d'abondance. Et alors, tout ce qui arrive aux héros sont bien plus terribles que ce qui m'arrive à moi. Alors là, les viols, les meurtres, les machins, c'est fou. Donc, je me console en me disant, non, tu vois, c'est bien pire. Hein. Donc, ce qui t'arrive, toi, c'est quand même de la petite histoire, hein, de la petite bière. Donc, ça me console. En revanche, quand je suis très joyeux, euphorique, quand j'étais amoureux, etc., là, j'arrive pas à lire.
Non, parce que je trouvais que ce que j'étais en train de vivre surpassait absolument tout ce que je pouvais lire dans les bouquins. En fait, c'est mieux que le personnage du livre, quoi. Voilà, là c'est mieux. Donc, je trouvais que je vivais plus intensément que les personnages des romans. Mais dans la fiction, je préfère lire à ce moment-là. Ouais. Alors, je sais que vous n'aimez pas parler de votre bibliothèque parce que vous trouvez que c'est très, très personnel et que c'est plus qu'un autoportrait. Bah, c'est votre vie privée, c'est mon âme, c'est mon cœur. Ouais. Je comprends tout à fait. Ouais. Mais le classement de la bibliothèque, là, vous pouvez nous classer comment? Moi, comme je suis journaliste, je dois avoir un accès le plus rapide possible aux livres que je cherche. Donc tout ce qui est littérature générale, c'est-à-dire romans, histoire, etc., tout est classé par ordre alphabétique. Et vous classez? Ah ben oui, bien sûr. Et puis, alors il y a des domaines, des territoires, le domaine des dictionnaires, le domaine de la poésie, le domaine des livres de sport, le domaine des... Qu'est-ce qu'il y a encore? Sur les spectacles, cinéma, théâtre. Donc, mais tout ce qui est littérature générale, roman, histoire, essai, c'est un classement par ordre alphabétique. Ça va très vite, hein, c'est comme ça. Voilà. Tandis que Cécile, pas du tout. Non, moi c'est par éditeur, mais c'est pas mon outil de travail. Je pense que ce serait mon outil de travail, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Moi, j'ai la chance d'avoir une très belle bibliothèque aussi chez moi. Et on s'en doute. Hein. Voilà. Et en fait, ça fait des très beaux... évidemment, ça fait un très joli mur parce qu'ils sont rangés par éditeur. Donc, il y a une unité de couleur, de taille en général. Donc, c'est assez beau. Et je me souviens plutôt bien... là où sont édités les auteurs. Évidemment, quand ils changent de maison d'édition. Moi, je suis pas contente quand ils changent de maison d'édition, quand c'est ils changent le format, le logo. Voilà, non, ça, je suis pas contente du tout. Mais le classement par éditeur que pratique Cécile est très très esthétique. Je peux vous conseiller, mesdames ou messieurs, c'est essayer, si vous avez beaucoup de livres à la maison, de classer par... mettez les Gallimard ensemble, mettez les Olivier ensemble, les éditions de Minuit ensemble, et c'est d'une grande beauté. Vraiment, c'est admirable. Moi, je ne peux pas le faire parce qu'il y a des auteurs qui ne publient pas toute leur œuvre chez le même éditeur. Alors, c'est pas possible. Même, prenez Leclésio et Modiano, qui sont des auteurs Gallimard, ils ont tout publié chez Gallimard. Ils ont fait des infidélités à Gallimard. Ils sont allés au Seuil, ils sont allés chez Stock il n'y a pas longtemps pour Leclésio. Et donc, si vous ne classez pas par ordre alphabétique, vous allez les perdre. Donc, moi, j'ai choisi le côté pratique. Cécile a choisi le côté esthétique. Est-ce que lire vous a donné envie d'écrire, Cécile? Vous avez publié un livre sur l'autisme l'année dernière, je crois en 2017, comme d'habitude. Parce que quand on lit vos textes, franchement, moi je trouve que ce sont des textes d'écrivain. Elle écrit magnifiquement bien. J'allais pas me c'est votre fille. Non, j'allais pas me commettre avec quelqu'un qui écrit comme son pied. C'est pas possible. Attendez, fut-elle ma fille? Enfin, vous rigolez là. J'aurais dû y penser, bien sûr. Je crois pas que... Enfin, oui, sûrement, mais ça m'a aussi... non, je pense que ça m'a plus impressionnée, en fait, de beaucoup lire. Il y a deux choses. J'ai quand même écrit très tard. Hein. J'ai écrit un premier livre, j'avais 50 ans, donc c'est quand même... c'est tard. Je pense que ça a été très compliqué pour moi d'écrire. Vous savez, vous êtes la fille de Bernard Pivot, franchement, écrire là encore, un livre, c'est un peu pesant. Voilà. C'est très compliqué, il y a ça. Et puis le fait d'admirer les écrivains, de toujours beaucoup lire, je suis pas sûre que... Enfin, moi, en tout cas, au contraire, je me disais toujours, je suis pas capable. Je suis pas capable de ça. Qu'est-ce qu'il écrit bien ou qu'est-ce qu'elle écrit bien? Et non, je crois pas. Ça décourage souvent. Ça m'a... Bien sûr. Oui, je suis pas sûre de ça. Vous avez commencé un chapitre par une phrase que j'avais trouvée très jolie. Je suis le petit poussé qui pose des livres sur sa route pour trouver son chemin. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de poésie. D'ailleurs, dans tous vos textes, beaucoup de poésie. Merci. Allez-y, je vous en prie. Mais c'est vrai que les livres, moi, m'ont aidé à trouver mon chemin. Ça, c'est sûr que la lecture m'a aidé. C'était un refuge et ça m'a aidé à trouver mon chemin, vraiment.
Est-ce que le fait de beaucoup lire vous fait, j'imagine, attendre, vous avez des auteurs favoris, vous devez attendre leurs livres. Est-ce que vous fréquentez des écrivains ou est-ce que justement, parce que Bernard, avec le Goncourt, vous devez, comme autant d'apostrophes ou de bouillons de culture, finalement rester assez distant des écrivains. Est-ce que Cécile arrive, elle, à fréquenter des écrivains ou est-ce que, bon, ce matin, il y a eu la liste, la première sélection du Goncourt. Quel contact avez-vous eu aujourd'hui avec les écrivains sous le chapiteau? Comment vous considèrent-ils, vous, la fille de Bernard Pivot? Comment ils me considèrent? Oh, ils ne me voient pas. Non, mais voilà, c'est simple. Enfin, si je suis à côté de mon père, oui. Pour l'instant, je suis pas... J'ai écrit 2 livres, un livre sur l'autisme et ce livre-là, donc ils ne me connaissent pas. Voilà, mais c'est pas grave. Hein. Évidemment, si je suis à côté de Bernard, oui, là, oui, évidemment, mais sinon, non. Mais voilà, c'est ça que vous... Voilà. Oui. Mais ça me va bien, hein. Oui, vous préférez lire que finalement... oui, non, j'ai pas de problème. Là, tout à l'heure, je suis d'aller dans un café, j'étais très bien... vous êtes allé lire dans un café? Je suis pas du tout une... J'adore, enfin, j'aime vraiment le livre. Après, vous voyez, je suis allée acheter des livres là, j'ai aucune envie d'avoir des dédicaces sur mes livres, hein, moi. Je m'en fiche complètement de ça. Mais si je comprends bien, vous n'étiez pas sous le chapiteau en train de dédicacer? Vous êtes allé acheter des livres? Ah oui, je suis allée acheter des livres quand les auteurs n'étaient pas là. C'est une maladie. Il faut qu'elle achète des livres. Dès qu'elle voit des livres, elle les achète. Alors, les fins de mois sont difficiles, évidemment. Alors, c'est un très beau livre, lire pour les textes, mais aussi pour les illustrations. Vous avez parlé des illustrations, parce que ça, c'est très important. Ouais. Alors, vous avez fait un vrai travail de recherche? Non, c'est Flammarion qui nous a proposé des documents et que nous avons, Cécile et moi, choisis au fil et pour illustrer les chapitres. Alors, il y a des dessins de Sampé, des photographies de Douaneau, etc. Enfin bref, il y a plein de... Et puis des tableaux, des bibliothèques. Il y a cette première illustration avec, en légende, c'est toujours du livre que vient la lumière. Oui, j'imagine que vous êtes d'accord tous les deux là-dessus. Oui, bien sûr. Oui, puisqu'on l'a écrit. Alors, tous les deux? Oui, tous les deux. Tous les deux, non, on a fait les légendes ensemble. Hein? Oui, absolument. Ça, on a fait un travail à 4 mains. Les légendes des photos, on l'a fait à 4 mains. Surtout mon père, les légendes. Ouais. Il était bien meilleur que moi sur les légendes. Ouais, vraiment. Non. C'est toi les légendes. Au moment de l'inauguration tout à l'heure, vous avez... votre phrase était sur le fait que lire était de prendre des nouvelles des autres. Donc je ne vais pas vous lire, c'est prendre des nouvelles des autres, oui. Lire, c'est pas se retirer du monde, c'est entrer dans le monde par d'autres portes. Et c'est aussi avoir l'esprit jusqu'au bout des doigts. Oui, bien sûr. Oui, alors ça, lire, c'est formidable. Les gens croient que l'enfant qui lit, l'homme ou la femme qui lit, qui est plongé dans une lecture, c'est complètement retiré du monde. Oui, d'une certaine manière, mais il est entré ailleurs, il est entré par d'autres portes, il est en contact avec des femmes, des hommes que nous ne connaissons pas, il se frotte à des idées qui sont nouvelles, etc. Et si ce sont des livres d'histoire, il entre dans il chevauche il chevauche pendant des années dans les batailles, etc. Enfin bref, il y a toute une vie extraordinaire dans les livres à laquelle on a accès si on est un lecteur, c'est tout. Et alors, moi qui suis vos tweets tous les matins, comme 1 million de personnes, c'est quand même extraordinaire, je vous ai lu l'autre jour écrire que la vraie France insoumise, c'était la France des lecteurs. Oui, la France insoumise, c'est la France des lecteurs, c'est évident. Parce que maintenant, vous êtes soumis à l'électronique, à la vitesse, à la représentation par l'image, au jeu, tout ça. Donc, la personne qui prend un livre comme ça, se met dans le calme et ouvre le livre et commence à lire, c'est quelqu'un qui refuse la soumission à l'image, qui refuse la soumission à l'électronique.
Je trouve ça admirable d'une certaine manière. Oui, oui, mais bien sûr. Là, c'est la France insoumise qui lit. Alors, il y a d'autres France insoumises, hein, d'après ce que je crois. Hein, celle-là est vraie, hein, celle-là est authentique, etc. Et je trouve qu'à Nancy, la France insoumise elle est forte. Est considérable. Hein. Ah oui. Est-ce que cela vous arrive d'abandonner un livre? Moi, très difficilement. La lecture. Ouais, moi j'ai du mal à abandonner un livre, mais selon le principe on a un de Pénac, à ce sujet. Un livre que vous n'aimez pas, vous pouvez l'abandonner. Non, mais c'est stupide. J'y arrive un tout petit peu plus maintenant, mais c'est stupide. Il faut abandonner les livres qu'on n'aime pas ou qu'on n'arrive pas à lire. Il faut. Moi, je me dis toujours, peut-être que le prochain chapitre, ça va être mieux, il va se passer quelque chose. J'ai du mal à abandonner un livre, vraiment, beaucoup de mal. Vous, Bernard, vous donnez combien de pages à un livre Ça dépend, mais au bout de 30 ou 40 pages, je n'en aime pas le style, je ne sais pas très bien où on va, j'arrête, etc. Vous savez, je suis arrivé à un âge où le temps risque de me manquer très vite. Donc on ne va pas le perdre avec des ouvrages sans intérêt. Donc moi, ça, avec une brutalité, je referme le livre et puis voilà, je le mets de côté. Je peux parfois me tromper, hein, ça ne veut pas dire ça. Vous savez, moi j'ai l'habitude de lire beaucoup mes confrères de la presse écrite. Et quand je reviens de vacances, je lis attentivement leurs articles. J'agissais ainsi du temps de l'apostrophe. Et des livres que j'avais écartés parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas bons, ils étaient ennuyeux, etc., je les reprenais après. Et parfois, je me disais, mes confrères ont raison. Et donc, je changeais d'avis. Parfois, au contraire, je me disais, non, à mon avis, ils ont tort, ce livre n'a aucun intérêt. Voilà, donc j'ai toujours une sorte de commerce avec mes confrères de la presse écrite, silencieuse, évidemment, parce que le commerce est silencieux, mais il est exact. Je suis content qu'il existe parce qu'il m'influence souvent et de la meilleure manière. Alors là, il ne faut pas dire ça à l'Académie Goncourt, parce que là, comme on est deux journalistes, il y a Assouline et moi, les autres, pas du tout. Alors là, les critiques, ils n'aiment pas du tout. Donc. Non. Est-ce que vous êtes maniaque avec vos livres? Est-ce que vous les cornez ou pas du tout? Vous y faites très attention? Non, moi j'y fais moyennement attention. Ça m'arrive de temps en temps de les corner. J'aime pas qu'on les écartèle. Oui, je sais que quand votre compagnon fait ça, voilà, mon compagnon fait ça, derrière lui. Il le fait plus depuis qu'il a lu lire, il le fait plus. Donc il plus. écartèle le livre, il le pose comme ça sur la table de nuit. Donc c'est vrai que pour me venger, avant je refermais le livre, comme ça il ne retrouvait pas la page. Il a fallu que vous écriviez. Voilà, mais je supportais pas ça en fait. Donc maintenant il sait que c'est moi qui referme son livre, donc il met un marque-page. Ah oui. Voilà. Mais non, je suis pas très maniaque. J'aime pas beaucoup les prêter. Ça, c'est vrai. Alors, moi, j'aime beaucoup les livres, donc je les maltraite un peu. C'est-à-dire, j'écris dessus. Je ne les corne pas, mais j'écris beaucoup dessus. À la fin du livre, etc., je souligne, je mets des croix dans la marge pour me rappeler des tas de choses. Alors, l'intérêt de ça, c'est que quand vous reprenez un livre que vous avez lu il y a 20 ou 30 ans, vous regardez ce qui vous avait arrêté votre attention à l'époque. Et parfois, vous vous dites, tiens, oui, c'est vrai, j'avais eu tort, j'ai eu raison de noter ça. Puis d'autres fois, vous vous dites, mais pour quelle idée m'a pris de faire des grands traits autour de cette page alors qu'elle est d'une grande banalité. Donc, c'est assez... Et puis, alors, pourquoi je ne suis pas bibliophile, par exemple? Parce que justement, j'aime écrire sur les livres. Et dans la bibliophilie, vous ne pouvez pas écrire, c'est pas possible, sinon vous massacrez tous vos livres. Donc, j'adore les livres, mais je ne les respecte pas au point de ne pas leur demander de me servir aussi de support d'écriture. Et ça me fait vous poser une question sur Bernard Pivot, écrivain. Vous écrivez sur ordinateur ou vous écrivez à la main? Non, j'écris ma correspondance sur ordinateur, mais mes articles et mes livres, c'est à la main. À la main, parce que je me suis aperçu que j'écrivais mieux à la main que sur ordinateur, tout simplement. Voilà, donc vous avez les manuscrits J'ai des manuscrits, oui, voilà. Oui, enfin bon. Alors ils sont illisibles, alors, de toute façon.
Oh, je vais bien sûr vous laisser aller dédicacer tous les deux ensemble. Il y a une seule personne qui est dans la salle, c'est Anne-Marie Bourgnon, qui est mon assistante depuis un demi-siècle, et qui, je sais pas, donc elle est la seule à savoir lire mon écriture voilà. Anne-Marie Bourgnon, qui était connue au temps d'Apostrophe, et que tous les éditeurs connaissaient. Et quand elle est ici, tous les éditeurs continuent à la connaître. Ah oui, oui, bien sûr. Elle est où? Oh, elle doit être dans la salle. Juste là à droite. Ben voilà, allez, levez-vous, Anne-Marie, levez-vous. Voilà, on peut l'applaudir. Voilà, oui, Anne-Marie. Alors j'ai compris, Bernard, que vous offriez des livres assez facilement à votre frère, vos amis, etc. Le facteur. Cécile, vous poursuivez la conversation avec vos amis à travers les livres? J'aime beaucoup offrir des livres, oui. J'en achète beaucoup pour mes amis. Les livres que j'aimais, voilà, je trouve toujours quelqu'un pour l'offrir à nouveau. 2 fois, 3 fois, oui, j'aime beaucoup ça. Et je trouve que ça fait vraiment... c'est un fil, en fait. Je trouve que c'est un très beau cadeau, déjà, parce qu'on se creuse la tête. On peut aimer un livre et puis se dire que ce livre-là, votre ami le plus cher ou la plus chère ne va pas l'aimer. Donc, il faut trouver la bonne personne. Si j'ai un cadeau à faire à une personne bien précise, oui, je vais être dans la librairie, je vais me creuser la tête quand même pour savoir ce qui peut lui plaire. C'est pas obligatoirement moi ce qui va me plaire. Donc, je trouve que déjà, on consacre du temps. On se pose des questions sur la personne. Et je trouve ça c'est un très beau cadeau déjà. Et puis après, ça fait un fil parce qu'on en parle. Quand vous offrez au livre, vous dites toujours, tu me diras ce que tu en as pensé. En tout cas, les livres qu'on a lus. Donc la personne va vous en reparler. Donc je trouve ça, c'est un très joli cadeau. Offrir un livre, c'est parier sur l'intelligence de la personne à qui on le remet. C'est-à-dire, c'est comme si on lui disait, je sais que vous êtes une bonne lectrice, que vous êtes intelligente, et donc je puis me permettre de vous offrir un livre. Au lieu de pas de fleurs, pas de chocolat, parce que ça c'est facile. Un livre c'est plus difficile, mais je suis heureux de vous l'offrir. C'est ça, donc c'est un vrai compliment. Le livre est un compliment à la personne à laquelle on offre le livre. Ouais. C'est joli. Et Bernard, et c'est une jolie conclusion, oui, Merci. Ça va, j'espère, vous donner envie d'offrir beaucoup de livres. Vous dites aussi offrir des livres. Offrez des livres. Ils s'ouvrent comme des boîtes de chocolat et se referment comme des boîtes à bijoux. Voilà. Voilà. Magnifique conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un tweet, de cet échange. Et vous allez retrouver Cécile et Bernard Pivot dans le péristyle de l'Opéra pour une dédicace commune. Merci et offrez lire. Merci de votre attention. Merci beaucoup.